Alexandre Jardin, bonjour. On vous reçoit pour votre livre Les magiciens, ça fait du bien, on va rigoler là aussi. Ah oui, et je vous surtout confirme. un petit peu d'optimisme, c'est chez Albin Michel. Donc bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Les magiciens, livre optimiste, heureux, très personnel, on va y revenir. Tout d'abord peut-être, c'est qui les magiciens alors ? Ce sont mes professeurs de pensée différentes. Ce sont les gens qui, pendant 35 ans, j'ai mis 35 ans à mûrir ce. Oui, vous dites que vous l'avez eu dans votre tête depuis ado. Ouais. Vous Oui, trotte depuis dans la tête. l'adolescence. En fait, je m'intéresse toujours aux gens qui ont déplacé ma pensée, qui m'ont fait changer de point de vue, qui ont élargi ma vision du monde et qui ont. À tous ces hommes et ces femmes qui nous permettent de nous évader du connu. Et qui, à chaque fois. Tous ceux qui sont en marge, finalement, c'est ça. Oui, mais qui ont fait l'histoire. Et Oui, qui ont en fait quelque général. chose. Il y a une leçon à en tirer en tout cas. Ouais. Mais parce que l'histoire est toujours faite par quelqu'un qui fait un pas de côté, qui regarde autrement. Je vais prendre un exemple tout bête. Il y a un personnage qui est devenu mythique dans ma vie, que personne ne connaît. D'ailleurs, 80% de mes magiciens ne sont pas connus. On découvre beaucoup de choses, en effet. Sur Il y a un Portugais en 1434 qui s'appelle Gilles Hans. On ne le connaît pas. C'est un type à qui on doit le globe. Puisque jusqu'en 1434, les Occidentaux et les Orientaux s'arrêtaient au Cap de la Peur, au large de la Mauritanie. Tout le monde pensait que si on allait plus loin, on pensait que la Terre était plate, donc forcément on tombait. Au bout d'un moment, on arrivait au bout. Ou la mer se mettait à bouillir, ou en tout cas on était bouffé par des monstres, ou on tombait. Donc on n'y allait pas. On n'y allait pas. C'était une frontière mentale. L'être humain était enfermé là-dedans. Bon. Mais ça avait un statut de vérité. C'est-à-dire qu'essayer d'embarquer des marins par là, c'était impossible. Bon. Et il y a un Portugais qui s'appelle Philippe le Navigateur, qui réussit à convaincre un capitaine d'aller voir derrière. Le type, il va, premier échec, rébellion à bord, parce qu'ils sont tous persuadés qu'ils vont mourir. Oui, ils sont pétrifiés. Il parvient à descendre, ils prient comme des fous, ils descendent jusque dans le golfe de Guinée, ils reviennent au Portugal et ils disent « on tombe pas ». Et c'est le breaking point mental. Et à ce moment-là, les Portugais savent qu'on ne tombe pas. Alors que tout le reste de l'Occident et de l'Orient pense qu'on tombe. Et ça va changer l'histoire. Ça va changer l'histoire. Ce sont les Portugais qui vont partir à la conquête du monde et qui vont faire les premières navigations. Les grands explorateurs. Or, il représente quoi, cet homme ? La possibilité d'aller voir derrière nos capes de la peur. Et au fond, on se rend compte qu'à chaque fois que dans notre vie privée, dans notre vie politique, dans notre vie communale, à chaque fois qu'on a peur, on est foutu. Alors justement, vous parlez de la vie politique. Le problème, c'est qu'en ce moment, on est quand même gouverné beaucoup par la peur, par quelque chose de très anxiogène. Et on le voit, ça tombe pile poil dans l'actualité, votre livre, évidemment. Le président vient de nous annoncer à la fin de l'été que c'était la fin de l'insouciance, la fin de l'abondance. Donc voilà, c'est le retour de la peur. Il y a eu le Covid avant. Ça vous inspire quoi, tout ça ? Ça veut dire que c'est le moment ou jamais, en France, en Europe, en Occident, de s'échapper de la peur. Et comment on fait, là ? Eh bien, moi, je contribue en publiant ce livre. C'est un petit manuel anti-peur, finalement. Oui. C'est-à-dire, allons explorer d'autres processus mentaux. Et sur les réseaux sociaux, à partir de cette semaine, je vais lancer des grands débats, de manière à ce que des débats thématiques, on va faire des Facebook Live, de manière à ce que tout le monde partage ses magiciens. C'est-à-dire les gens qui, dans votre domaine, si vous êtes flic, si vous êtes infirmière, si vous êtes, peu importe, tous ceux qui vous ont fait pivoter, qui ont élargi votre conception du monde, qui vous ont permis de vous échapper de situations qui semblaient entièrement bloquées. Et on va lancer un débat en France. J'en ai marre d'une époque de naze. Oui, c'est ça. Je ne suis plus d'accord pour cet enfermement mental. Donc vous n'aimez pas la société d'aujourd'hui, clairement. Vous êtes un rebelle, en tout cas. Mais historiquement, on a toujours été bloqué à certains moments. Je veux dire, si vous avez été un Allemand en 1923 et que pour aller acheter un bout de pain, il fallait une brouette de billets de banque, tout le monde pensait que c'était la fin du monde. Et puis arrive un économiste qui s'appelle Schacht, dont je parle, qui est un vrai magicien. Par ailleurs, il va devenir un type extrêmement dangereux après. Mais en 23, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tomber les banques. Il dit on va faire une deuxième monnaie. On n'avait jamais fait ça. Un marque extérieure. Et comme pour que cette monnaie soit valable, il fout le camp à Londres. Il essaye de convaincre les Anglais de lui filer des livres sterling pour garantir le marque allemand. Le marque extérieur. C'était une acrobatie mentale de dingue. Il sort du connu et il va donner à son pays 10 années de croissance par l'exportation. Ça veut dire que quand on est coincé, ça veut dire que c'est nos cerveaux qui sont coincés. C'est le refus des certitudes, vous en parlez, c'est peut-être le point commun entre tous les magiciens, mais vous dites qu'il y a quand même une méfiance, une défiance dans nos sociétés face à ceux qui veulent justement rebattre les cartes et qui refusent les certitudes. C'est vrai, vous le ressentez encore plus que jamais peut-être aujourd'hui ?
Oui et non, parce qu'en même temps, à la fois, on est dans un moment de peur, et en même temps, tout le monde sait très bien qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Tout le monde le sait. Il y en a qui trouvent des alternatives, d'autres choses. On voit les gens se bouger dans les crises aussi, ce qui est assez optimiste, ça d'ailleurs. Parfois, cette semaine, on va lancer une page sur les magiciens de l'éducation. Et il y a du boulot du côté de l'éducation. Oui, mais si on pense autrement, je vais vous prendre un exemple qui est une stratégie qui me semble complètement ericksonienne. Je parle de Milton Erickson, qui est un des magiciens. Erickson, c'est le père de la communication indirecte. Ça naît de la thérapie, de la psycho, mais c'est un schéma mental qu'on peut appliquer à l'armée, qu'on peut appliquer à l'éducation, qu'on peut appliquer à n'importe quelle relation humaine. Et un jour, j'arrive en banlieue, dans un bahut qui avait explosé, et on avait donné complètement les rênes à un directeur d'établissement. L'éducnat, en fait, ne savait plus quoi faire. Bon. J'arrive 3 mois après, au milieu d'une cité, il y avait 250 mômes ados qui chantaient un home. Ah oui. Et ensuite du grégorien. C'est ça. Et ensuite du grégorien. Il y avait un calme dans l'établissement sans que personne n'ait dit « calmez-vous, tenez-vous bien ». Il y avait une stratégie indirecte. On avait créé une situation qui modifiait les comportements. Ça, ce sont des stratégies ericksoniennes. Le nombre de sujets en France que l'on peut modifier, que l'on peut atteindre en arrêtant d'être des imbéciles qui agissent directement. Donc il faut croire en tout cas qu'on peut changer les choses et qu'on peut faire des choses. Et ça passe aussi, cette pensée positive que vous incarnez, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui nous raconte des choses positives, on n'a pas l'habitude en ce moment. Ça passe aussi par l'amour et je crois que Sandra Marconi avait quelque chose à vous dire là-dessus. Absolument, oui. Alors j'ai une question pour vous parce que évidemment, je ne me serais pas permis si ce n'était pas dans le livre. Vous avez rencontré une femme pendant le Covid, une femme qui habitait à Toronto, à l'étranger. C'était votre livre précédent, voilà, vous racontiez cette histoire. Oui, absolument. Et vous êtes donc tombé amoureux sans l'avoir jamais vue. Oui. Et vous avez acheté une maison pour elle sans l'avoir jamais vue. Elle a meublé la maison pour vous sans que vous soyez jamais vus. Voilà. À distance, où vous êtes vus donc. Et où ça en est aujourd'hui? Est-ce que vous en êtes? Est-ce que l'amour est toujours là? Un peu d'optimisme nous ferait du bien. C'est le côté people de l'interview. Voilà, c'est parce qu'on a envie de savoir. On veut savoir, évidemment. C'est pas seulement le côté people. Non, vous en parlez dans le livre, d'ailleurs. Elle fait partie des magiciennes du livre. Exactement. C'est quelqu'un qui m'a vraiment appris à être autrement. Ouais. Et sans cette rencontre avec cette femme hors du commun, je n'aurais pas acheté une maison sans l'avoir vue. En général, on rencontre la dame avant. Oui. J'aurais pas pris la décision d'aller me faire une vasectomie sans l'avoir vue. Ouais. Je me souviens d'ailleurs, quand je suis arrivé à l'hôpital devant le médecin, il me dit « Ok, le couple est d'accord ?» Je dis « Oui, mais je ne l'ai jamais vu. » Parce que vous avez décidé de ne pas avoir d'enfant. Oui, on a décidé de... Bon. Donc vous êtes dit, tiens, voilà, je fais une vasectomie, là c'est radical. Oui. Et en fait, je lui dis, mais vous, votre femme, vous l'avez touchée, mais est-ce que vous la connaissez? Et oui, c'est évidemment la question. Et puis après tout, il y a la moitié des couples qui se touchent, qui divorcent. Oui. Non. Ça n'a jamais été une garantie. Maintenant, pardon, excusez-moi, maintenant vous vous touchez. Enfin, je veux dire, vous l'avez vu. Alors, je suis d'abord rentré dans une agence immobilière, puisqu'on ne pouvait pas se voir à cause de Covid. Et j'ai dit, je voudrais une maison pour une femme que je n'ai jamais vue. Et là aussi, on vous a regardé. Et donc, je voudrais un endroit à la hauteur de cette histoire. Et on a construit notre maison sans qu'elle l'ait vue. Et il y a quelques mois, elle est rentrée dans une maison qu'elle avait totalement imaginée. Elle a acheté tous les meubles sur le Bon Coin. J'ai couru partout pour les récupérer. Sans jamais cette vue, je rappelle. Hein. Et là, ça y est, vous y êtes tous les deux dans cette maison. Mais avec elle, j'ai le droit de penser autrement. Mais oui, c'est bien. Mais c'est ça, vous nous apprenez à penser autrement. C'est ça qui est fascinant. Autoportrait, ce livre, hein, vous le dites vous-même, c'est sans doute le plus personnel que j'écrirai jamais. Mi-chagrin, mi-soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne cache pas les zones d'ombre de ma vie. Et comment je m'en suis sorti grâce à des magiciens. Oui, parce que vous racontez à chaque fois où vous en étiez dans votre vie, comment vous avez l'impact qu'ils ont eu. Et l'impact qu'ils ont eu. Mais en réalité, vous tous, vous pourriez écrire vos magiciens. Oui, parce qu'il y a des personnages multiples, hein, samouraïs, résistants, des explorateurs, des rois et même des films. Hein, vous parlez de il y a Tom Sawyer, il y a des personnages. Et si je peux me permettre, c'est pas forcément que des gens bien, c'est pas des gens très gentils, pas forcément. Non, mais qui ont changé les choses. Il n'y a pas de morale en fait, c'est ça. Les gens qui pensent autrement, ils pensent autrement, mais parfois c'est des salauds. Mais ça vous fait penser autrement aussi, en fait, c'est ça. C'est ça qui m'intéresse. La façon de titiller l'imaginaire. Je parlais d'Alman Schacht. Ensuite, il devient le banquier du diable. C'est lui qui reconstruit l'Allemagne hitlérienne. Mais ce qu'on ne dit pas en France, au fond, on n'étudie même pas en France. Parce qu'on considère que c'est le banquier du diable, donc que c'est purement le diable. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Bon.
Mais en réalité, l'innovation financière de ce type, il y a énormément d'outils qui seraient intéressants aujourd'hui. Au fond, la pensée différente, on ne sait pas où elle naît. Donc il faut écouter partout, il faut avoir d'une infinie curiosité. Bon, c'est passionnant en tout cas. Dernière question, ça nous intéressait. Oui. Savoir Ah oui, c'est vrai. S'il y en avait un avec qui vous iriez dîner dans vos magiciens, ce serait lequel? Un seul pour partager un dîner. Pas facile, hein. Moi, j'ai choisi le mien, c'est Tom Sawyer, ça c'est certain. Ouais. Moi, j'irais manger avec le rabbin rigolo que vous avez vu, qui avait l'air formidable. Et vous alors, pour le mot de la fin, ce serait qui? C'est dur à choisir, hein, parmi Je dirais que ce serait un Polonais qui s'appelle Witold Pilecki, qui est un des êtres qui m'a le plus fasciné dans ma vie. C'est le seul homme qui a été interné volontaire à Auschwitz. Ah oui, incroyable cette histoire. C'est le seul qui se fait prendre volontairement pour faire un rapport interne qu'il va faire sortir, pour structurer le camp et rassembler les résistances internes. Et quand il comprend que les Alliés ne vont pas les aider, il sort. Il sort, oui, il s'échappe. C'est-à-dire que c'est un être humain qui est allé en enfer en gardant son intégrité psychique et en allant défier l'enfer au cœur de l'enfer. Eh bien, on vous conseille Les Magiciens. C'est un livre Merci, passionnant chez Albin Alexandre Michel. J'ai longtemps eu ce besoin vital de dénicher des êtres uniques qui me soulageraient du chagrin d'être né, de ma peine de vivre dans le réel. C'est ce que vous racontez dans ce livre. C'est passionnant. Merci beaucoup Alexandre Jardin d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé votre joie et votre curiosité qui n'a jamais changé, qui ne changera jamais, je pense. Allez, elle est toujours joyeuse aussi. Météo. La météo. Et ça va être joyeux aussi.